Bonjour à tous. Donc, on continue sur les capsules du cours STT 5100. Donc, on avait déjà fait deux séries de capsules. Une première qui était la présentation du plan de cours, la deuxième qui était une explication du titre. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire modèle linéaire appliqué? Qu'est-ce que c'est que cette modélisation? Qu'est-ce que c'est que le linéaire? Donc, on avait vu que ça nécessitait une structure algébrique un peu particulière qui était que. Donc, on avait cette équation dont on parlait, mais je reviendrai longuement là-dessus. Puis, le côté appliqué, c'est le fait qu'on veut de l'appliquer sur des données réelles. Je vais revenir un tout petit peu aujourd'hui sur les applications, et en particulier sur le fait qu'on va avoir besoin d'un langage et d'un logiciel pour faire ça, donc ça va être du R. Donc j'ai basculé là, cette fois-ci dans les rappels, parce que je vais reparler un tout petit peu de R et de R Markdown pendant quelques minutes, histoire que les choses soient bien claires. Donc je vais juste basculer sur mes slides, donc je vais partager mon écran. Hop. OK. Donc, je parle un peu de R, un peu de RStudio, un peu de R Markdown. Donc, voilà, pour moi, R, vous l'avez vu dans le cours euh, de labo d'actuariat de mémoire. Vous avez après utilisé RStudio. Moi, ce que je vais raconter un petit peu, c'est des choses sur le Markdown. Donc, le Markdown, je vous laisse aller chercher sur Internet un peu d'informations, mais du Markdown, c'est une manière d'éditer du texte, ok, qui est plus complexe que juste un fichier .text, okay, qui sera assez simple. C'est un peu moins compliqué que de faire du code HTML, okay, mais ça va être un peu la même philosophie. Donc le HTML, si vous ne connaissez pas, il y a un ensemble d'instructions au début, donc des balises qui vous permettent de décrire un petit peu des informations sur le document. Et ensuite, donc, vous mettez des sections, vous mettez des sous-sections, vous insérez des tables, vous insérez des graphiques et ce genre de choses. Donc il s'avère que donc le Markdown est une version très simplifiée de ça, puisque par exemple pour faire un titre, au lieu de faire des balises H1, H2 pour mettre des titres de niveau 1, vous mettez juste des dièses ou des doubles dièses si jamais c'est des sections ou des sous-sections. Okay. Si vous voulez mettre en gras, bah, contrairement aux balises en HTML, vous n'avez pas besoin de mettre de changer le style, vous mettez juste en gras, ça va être double étoile au début, double étoile à la fin. Donc c'est vraiment une structure très très simple pour avoir un éditeur, pour pouvoir éditer du texte qui donnera relativement bien, donc qui va être ensuite compilé pour créer un fichier HTML. Donc nous, on va rester sur du fichier HTML. Si vous voulez, vous pouvez générer des fichiers TeX et des fichiers PDF. Nous, on va rester sur juste un rendu de sortie de page Internet. Okay. Donc les projets que je vous demanderai de me rendre, ce sera des pages Internet, donc des pages HTML. Le gros avantage, c'est que Markdown est fusionné avec R, donc on a les notions de R Markdown dans lesquelles vous pouvez à la fois avoir du code Markdown, donc qui vous permettent de discuter. Donc, par exemple, vous pouvez dire on va importer la base de données, et ensuite vous pouvez mettre la commande en R, et quand vous allez compiler votre fichier pour créer le fichier HTML, le R va être compilé. D'accord. Donc, l'avantage, c'est que vous avez l'essentiel de vos commandes R, sauf que entre chaque commande, vous avez la possibilité de mettre des commentaires, non pas sous forme de commentaires, mais sous forme de texte qui va être donc, dans le fichier HTML. Voilà. Donc c'est vrai, c'est un peu ça l'idée. Je voulais juste faire une petite parenthèse avant de commencer sur la programmation R. Donc, encore une fois, je parle du fait que vous avez appris les bases de R. Ensuite, il faut aller un peu plus loin. Donc, les bases vous permettent de comprendre ce que c'est que les objets. Donc, R est fondamentalement un langage objet. Donc, vous allez créer des objets qui sont des vecteurs, des matrices. On verra des objets un peu plus compliqués qui sont, par exemple, les régressions. Donc, une régression linéaire est un objet. Okay, dont on pourra extraire des informations comme la prévision, comme les estimateurs de vos paramètres, comme les variances de vos estimateurs, ce genre de choses. Mais le point important, c'est surtout, donc une fois que vous avez vu les bases, c'est qu'il faut se lancer, donc il faut coder. Et qui dit coder, dit faire des erreurs. Donc le premier point, c'est d'apprendre à corriger ses erreurs. Donc d'expérience, je reçois beaucoup de courriels pour me dire le fameux ça marche pas. Donc ce marche pas n'a pas de sens. Okay, donc inutile de m'envoyer un message pour me dire ça marche pas. Ça marche pas, c'est que vous avez obtenu une erreur sous R. Donc une erreur, c'est ce qui apparaît ici. D'accord. Donc j'ai tapé une simple commande qui est que j'ai défini un objet qui s'appelle petit a. Je lui ai donné la valeur 1. Donc petit a est une valeur numérique. Okay, et je lui demande, donc je tape A, ce qui veut dire implicitement print A, sauf qu'il me dit qu'il y a une erreur. D'accord. Donc effectivement, entre guillemets, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais il me dit pourquoi. D'accord. Donc, première étape, c'est toujours de lire le message. C'est ce que j'ai écrit sur le numéro 1. Okay. Ici, il me dit très clairement pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'objet A n'existe pas.
Voilà, il n'a pas été trouvé plutôt. Okay. Donc, je ne vais pas faire un cours sur la gestion de la mémoire sous R, mais disons que si vous avez créé un objet, normalement, il sait où le trouver. Euh, Là, pourquoi ça ne marche pas? Bah, c'est la notion de case sensitive, qui est que R fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Okay, donc, si jamais vous appelez un objet régression et qu'ensuite vous vous demandez donne-moi les résidus de modèle, non, modèle n'est pas régression. Okay, donc, les objets ont des noms et les noms, il faut les appeler correctement. Voilà, première chose. Donc, lire l'erreur peut servir. Parfois, vous allez avoir des erreurs compliquées. Alors là, je remets un exemple qui est directement tiré de fichiers que m'avaient envoyés des étudiants pour me dire je ne comprends pas, ça ne marche pas. C'est généralement ce que je donne pour faire les devoirs. Donc, pour les devoirs, tout le monde a des bases différentes. Donc, je crée autant de bases de données qu'il y a d'étudiants. Les fichiers sont indexés par les codes permanents. Donc, ce que je vous demande, c'est de saisir votre code permanent. Donc, on va définir l'objet code underscore permanent, qui est donc ce fichier à 4, cette chaîne de caractères avec 4 lettres et 8 chiffres. Donc, vous remplacez normalement votre code permanent, enfin, le code que je mets là, qui est le code implicite, par votre code permanent. Et ensuite, donc, on va aller chercher le fichier au bon endroit. Donc, il est stocké sur ce site où il y a la racine. Et ensuite, donc, on a le code permanent. Puis ensuite, ici, c'était un hiver 2020, devoir 1. Donc, il y a un fichier .rdata qui était stocké. Je demandais juste de définir l'adresse. Okay. Ensuite, vous allez faire un download file qui vous dit va télécharger le fichier à cette adresse-là, load le fichier, charge-le, et ensuite, on faisait une régression. D'accord? Donc, il s'avère que donc, il y a deux fonctions qui apparaissent ici. La fonction LM, on verra, c'est la fonction modèle linéaire. Et step, c'est une fonction qui permet de construire un modèle de manière automatique, donc par des procédures stepwise, c'est-à-dire itératives de pas à pas. Donc, je fais mon modèle. Donc, je vais faire un modèle linéaire sur une variable qui s'appelait taux de décès. Et je vous l'ai expliqué par toutes mes variables explicatives dans ma base de données. Et là, il me renvoie une erreur. Donc, vous verrez, sous R, il y a toujours une petite explication de ce qu'est l'erreur. Donc, en l'occurrence, ici, il me dit qu'il y a une erreur dans la fonction step, lm, blablabla. Donc, sans doute, puisque c'est la ligne de commande juste avant. Il vous donne une indication de pourquoi ça ne marche pas. D'accord? Donc, il vous dit AIC. Donc, on verra ce que c'est que le AIC. C'est l'indice de critère d'information d'Akaike. Et moins l'infini pour ce modèle. Okay? Donc, la fonction step ne peut pas marcher. Alors, on se doute qu'il y a un problème dans notre modèle, mais ce n'est pas forcément très explicite de pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc, il existe une solution très simple. Quand vous avez une erreur et que vous ne comprenez pas l'erreur, surtout vous ne comprenez pas comment la corriger, vous faites un copier-coller, vous allez sur Google, vous prenez la syntaxe de l'erreur, vous allez sur Google et vous la tapez. Voilà. Donc, c'est ici ce que j'ai fait. AIC est moins l'infini pour ce modèle, donc step ne peut pas être performé. Et là, vous voyez très exactement les erreurs qui apparaissent. Donc, il vous renvoie une solution ici, il vous en renvoie une autre ici qui vous explique très clairement ce qui se passe. En l'occurrence, je peux vous donner la solution parce que vous aurez exactement la même chose dans les devoirs à faire à la maison. Quand je donne le fichier, je le mets sous cette forme-là. Donc, je crée un faux fichier qui est ce fichier qui va s'appeler ABC D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ce fichier, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que le problème, c'est que je vais faire un fichier assez stupide qui contient juste 5 ou 6 observations et qui va contenir par contre toutes les variables explicatives pour que vous soyez au clair sur ce qu'il y a dedans. Okay. Donc en l'occurrence, ce fichier ABCD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on voit sa dimension ici, il contient 6 lignes et 32 colonnes. Or, pour ceux qui ont fait un tout petit peu d'algèbre linéaire, quand vous avez 6 points et que vous êtes en dimension 32, c'est possible de faire passer un hyperplan, il n'y a pas de souci. Donc en fait, on a une infinité de solutions. Donc le modèle, on ne peut pas faire un modèle quand on a plus de variables explicatives que d'observations. Okay, donc je reviendrai sur ce point-là, c'est ce qu'on va appeler l'hypothèse numéro 1 dans la construction des modèles. Il faut qu'on ait plus d'observations que de variables explicatives. Ici, ce n'est pas le cas. Donc normalement, pourquoi je fais ça? C'est essentiellement pour que les étudiants ne me fassent pas un modèle sur ma base de tests et de description. Donc je vous force à utiliser votre code permanent parce que sinon, le modèle ne peut pas marcher. Okay, je le fais parce que j'ai eu certaines années des étudiants qui prenaient mon ABCD et qui construisaient un modèle dessus. Donc ce que je veux, c'est que vous travaillez sur votre modèle. Okay, donc quand vous avez des erreurs comme ça, vous allez voir et assez vite, vous allez vous rendre compte que le souci, il vient de là, en l'occurrence, c'est que vous n'avez pas le droit de faire de modèle sur la base de tests. Ensuite, si jamais vraiment vous ne trouvez pas de solution sur Internet, demandez-moi, demandez à la personne qui s'occupera des démonstrations, ou mieux, posez la question sur le forum. Donc encore une fois, c'est pour ça que je mets un forum. C'est pour poser des questions, donc n'ayez pas peur du ridicule.
Si vous vous posez la question, je pars du fait que d'autres élèves peuvent se poser la question. Donc, je préfère des étudiants qui posent des questions pour lesquelles ils auraient pu trouver des réponses tout seuls, certes, mais qui au moins se posent des questions. Alors, évitez de vous poser la question la veille du rendu du devoir. Okay. Posez des questions au fur et à mesure. Je vous encourage très fortement à travailler au fur et à mesure. Donc, je vous préciserai quand je mettrai en ligne les devoirs. Mais travaillez au fur et à mesure. Essayez de reproduire ce que je vous mettrai dans les slides. Dites vraiment si vous avez des erreurs. Vous aurez des erreurs et c'est très bien d'avoir des erreurs. Les erreurs permettent de se poser des questions. Moi, ça me permet de vous apporter des réponses. Donc, au lieu d'avoir cette vision un petit peu monolithique du cours où je me contente de parler dans mon basement avec une caméra, je peux discuter avec vous et vous apprendre des choses. Okay. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le forum, sur des questions de R, même si jamais ça vous paraît, même si au final il s'avère que ce sont des questions assez triviales. D'accord, mais voilà, mieux vaut poser des questions et avoir des réponses à ce sujet-là. Donc, maintenant que j'ai fini ma parenthèse sur R et la gestion des erreurs, je vais parler un tout petit peu de Markdown. Donc, le Markdown, ça va être un format un petit peu particulier. Il y a le R qui vous permettra le fichier R, le fichier code source de R, qui vous permet de créer des fonctions, de faire une analyse et de construire votre modèle. Moi, je ne vais pas m'amuser à lire tous les fichiers R. Ce que je veux, c'est récupérer quelque chose de lisible. Donc, dans les formats lisibles, vous pourriez imaginer un fichier PDF. Créer un fichier PDF, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut un éditeur derrière. C'est possible, mais c'est souvent d'un style un peu tordu. Puis le PDF est souvent assez gros. Et très franchement, je trouve ça aussi simple de lire un fichier HTML. Donc moi, je l'ouvre dans mon navigateur Internet et je peux descendre au fur et à mesure. Donc, je vous montrerai des fichiers Markdown par la suite. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il y a de très bonnes aides, en tout cas en ligne, sur comment faire des Markdown. L'avantage, c'est que sous R, vous avez des templates qui marchent très très bien. Okay. Pour ceux qui ont des problèmes de R, donc pour ceux qui n'ont pas compris comment marchait R, je vous conseille d'aller voir des pages pour commencer avec R, parce qu'il faut maîtriser quand même un minimum. Je ne vous demande pas d'être expert en programmation en R. Encore une fois, les codes un peu compliqués, par exemple, quand on fera des boucles pour programmer du Newton-Raphson, je le ferai dans les slides. Donc, à partir du moment où vous savez reconnaître ce que c'est qu'une boucle, vous verrez effectivement qu'on va avoir des procédures itératives d'estimation. Okay. Mais je ne vous demande pas de les créer, ces fonctions. Les fonctions, la plupart, je vous les ferai. Il faut au moins que vous sachiez manipuler des vecteurs, que vous sachiez que quand je fais un X crochet X positif, je ferme le crochet, ça veut dire que je demande les valeurs de X pour lesquelles les X sont positifs. Okay. Donc, c'est ce genre de choses que je vous demande de maîtriser. Donc, je vous encourage à aller creuser un petit peu le langage R pour ceux qui auraient fait le laboratoire d'actuariat de manière un peu superficielle. Alors, pour créer un fichier un RMD, donc pour R Markdown, la procédure est très très simple. C'est première chose, donc quand vous êtes dans l'éditeur de R, donc RStudio par défaut avec moi, vous avez donc ces différentes fenêtres. Donc vous avez la console, c'est souvent en bas à gauche. Donc la console, c'est là que vous allez avoir les sorties de ce que vous faites tourner. D'accord. Donc quand vous faites une opération, tout se passe, le rendu est dans la console. Okay. Et vous avez normalement une page au-dessus qui est le script. Okay. Donc quand on va coder en R, généralement on ouvre la page, le RStudio, on a le script, en dessous on a la console. Donc le script vous permet d'avoir plusieurs lignes de commande. Donc par exemple, vous allez lire vos données, importer vos données, renommer certaines variables, transformer certaines variables, ce genre de choses, enlever les valeurs manquantes, etc. Okay. Donc il y a un ensemble de commandes que vous allez vouloir compiler. Donc généralement, vous allez les sélectionner, les exécuter et ensuite vous essayez d'avancer. Donc l'idée du script, c'est d'avoir un code que vous pouvez réutiliser et relancer. Donc après, vous pouvez le modifier au fur et à mesure au lieu de taper toujours dans la console. Donc le script, il est mentionné un petit peu ici. Donc quand vous voulez créer un script, vous faites un new file, vous demandez un script et vous l'aurez automatiquement. Moi, ce que je vais faire, c'est des choses qui sont indiquées en dessous. Donc il y a la notion de notebook et il y a la notion de Markdown. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est essentiellement du Markdown. Donc vous allez demander à créer un Markdown. Donc quand vous créez un Markdown, il va vous ouvrir une petite fenêtre de discussion dans laquelle, en gros, il vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Donc soit vous créez un document, soit vous créez une présentation, soit vous faites un Shiny. Donc un Shiny, c'est un peu plus compliqué, on ne va pas en parler ici. Mais disons, essentiellement, vous avez deux choses. Vous avez le document et la présentation. Donc moi, ce que je vous demande comme rendu, c'est un document. Okay. Donc je ne vous demande pas de me faire des slides et de me présenter votre modèle. Vous me faites un document et je serai très content avec ça. Donc nous, par défaut, c'est le document. Okay. Il vous demande essentiellement deux informations. La première, ça va être le titre. La deuxième, ça va être le nom de l'auteur. Et ensuite, il vous demande qu'est-ce que vous voulez comme sortie. Par défaut, c'est du HTML. On va rester sur le HTML. Donc ici, il vous demande de mettre un titre. Alors, je n'en ai même pas mis, mais par défaut, c'est untitled.
L'auteur, ben, je ne sais pas où il va le trouver, mais il sait que ma machine, elle est à moi, donc il met mon nom. Et quand vous avez créé ben, quand vous avez cliqué sur Crée-moi le nouveau document, il va vous créer ce document ici, donc qui va apparaître dans la partie script de RStudio, et qui va toujours commencer par la même chose, qui va commencer par un préambule. Donc vous allez avoir ce petit préambule qui est la base en fait, de ce que vous allez faire. Donc je vais discuter un petit peu la notion de préambule par la suite, parce que c'est là où vous donnez les instructions pour créer ce que vous voulez faire par la suite. Okay, quel est le nom du fichier? Quel est l'auteur? Quelle est la date? Est-ce que vous voulez une table des matières? Quel type de couleur est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit écrit en noir sur fond blanc ou écrit en blanc sur fond noir? Ce genre de choses. Okay, donc vous pouvez faire toutes sortes de choses. Et ensuite, donc on voit, il y a des choses qui apparaissent. Donc ici, il y a des instructions R. Et ici, je commence à mettre une section. Donc il y a une section qui va s'appeler R Markdown, etc. Donc par défaut, il va vous créer un fichier que vous pouvez compiler. Alors pour compiler, ce n'est pas du run. Okay, vous ne cliquez pas sur run. C'est ce que vous feriez dans un fichier R. Donc vous avez le script, vous faites run. Et dans ces cas-là, il exécute les commandes ou les commandes qui ont été sélectionnées. Ici, c'est la commande de tricotage. Donc vous lui demandez knit. Donc knit veut dire en gros, compile le fichier Markdown et crée-moi, en l'occurrence, un fichier HTML. Okay, donc, c'est relativement simple, c'est très très proche de ce qu'on avait l'habitude de faire avec un script standard de R. La seule chose, c'est que le texte, à l'intérieur du script, va pouvoir contenir différentes sortes d'informations. Il y a toujours un script initial, donc qui est cette notion euh, c'est l'introduction de vos commandes par la suite. Okay, et ensuite, vous avez soit du code R, qui va être compris d'ailleurs entre ces notions de triple guillemets, voire un seul guillemet si jamais vous voulez le mettre dans le corps du texte, et les notions de texte qui vont être avec des sections, des sous-sections, des équations, tout ce que vous voulez. D'accord, donc il y aura vraiment une partie qu'il faut bien séparer, qui est la notion de texte et qui est la notion de code. Okay, donc un fichier Markdown, c'est très facile à créer. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le corps du document, donc je vous encourage à aller voir les slides peut-être pour zoomer un peu plus, on vous demande de définir ce préambule. Donc le préambule dont je parlais jusqu'à présent, par défaut, c'est celui qui est indiqué ici, qui contient le titre, le nom d'auteur, une date et le format de l'output. Donc output ici sera toujours un fichier HTML document. Je vous demande de ne pas le changer. Okay, ce qu'on pourra faire, c'est rajouter des options. Donc par défaut, quand vous faites ça, vous allez avoir le rendu qui se trouve en haut à gauche, c'est-à-dire que le titre va apparaître en haut. Donc assez naturellement, je vous demanderai de mettre un devoir 1 et le nom du cours. Donc, essentiellement parce que je fais d'autres cours et que quand je me récupère tous les fichiers, si jamais j'ouvre, je préfère savoir tout de suite de quel cours on parle. Ensuite, on vous demande de mettre votre nom. Donc moi, je vous demande de mettre votre nom et votre code permanent, au moins pour que je l'ai toujours dans le document, à défaut de l'avoir dans le nom du document. Okay, la date, si vous voulez vous en passer, ça ne m'intéresse pas trop. D'accord, mais donc, il va me générer un fichier HTML qui va s'afficher comme ça. Okay, donc, on voit la première partie introductive qui est là. Et ensuite, j'ai le corps de mon texte dans lequel on voit apparaître une petite phrase ici. Ensuite, on a du code R. Alors, il y a deux types de code R. Il y a le code R que vous avez tapé, qui est le script R, donc qui correspond à ce qui est dans la partie grisée ici. Et ensuite, il vous renvoie une sortie. Donc, en l'occurrence, ici, je lui demande, c'est exactement l'exemple sur lequel il y avait une erreur tantôt. Enfin, une erreur. Je lui demande de lire une base de données et de me donner sa taille. Okay, donc je lui donne les indications pour lire la base de données, je me demande la taille de la base de données que je récupère, et c'est une base de données avec 6 lignes et 32 colonnes. Voilà. Je lui demande juste de m'afficher ça. Donc la partie blanche, c'est ce qui est généré par le code R. Donc quand on compile, il exécute cette partie-là et c'est affiché. Okay, donc par défaut, vous avez vraiment cette partie-là. Donc ça, c'est le code R que vous allez générer si jamais vous ne faites strictement rien de plus que ouvrir un fichier R. Vous prenez le préambule du template qui est offert par RStudio, vous le compilez, vous avez toujours ça. Okay, maintenant, vous pouvez faire plus joli. Et encore une fois, j'insisterai là-dessus, mais dans le devoir, la forme compte. Okay, je ne dis pas qu'elle compte autant que le fond, mais la forme est très importante. Quelqu'un qui me rend quelque chose qui est illisible, ben, il sera difficilement lu. Okay, par contre, si jamais vous avez quelque chose d'assez élégant, pour moi, j'ai beaucoup plus de facilité à le lire et à arriver directement aux choses qui m'intéressent, c'est-à-dire essentiellement les performances de votre modèle. Okay, donc, vous avez la possibilité en particulier d'insérer ici donc, une table des matières, donc une notion de table of content. Donc ici, vous lui demandez juste un table of content true, okay, qui va être rajouté. D'accord,
Donc ici, j'ai la possibilité de rajouter ce table of contents. Si jamais vous regardez dans les fichiers que vous allez générer, il va vous afficher par défaut les sections. Si jamais vous cliquez sur une section, il vous affichera les sous-sections. Et ça permet de gagner énormément en termes de lisibilité. D'accord? Donc vous avez un fichier HTML qui est beaucoup plus clair. Vous avez la possibilité de jouer sur les couleurs, sur le style. Donc ici, par exemple, j'ai mis un style qui est tango. D'accord? Donc ça me change essentiellement la couleur. Donc au lieu d'être en bleu, parce que par défaut c'est en bleu, c'est en rouge. Ok? J'ai un highlight qui est pigment. J'ai un thème qui s'appelle journal. Donc cette fois-ci, qui me change un peu la police de caractère. Okay. Donc je ne vous demande pas de me faire des choses exotiques. Je vous demande juste de me faire des choses lisibles et claires. Okay. Donc, vous pouvez choisir des structures qui vous paraissent plus élégantes. Okay. Par exemple, ici, je prends un thème qui est Sandstone. Donc le thème, c'est essentiellement les polices de caractère, les espacements, ce genre de choses. Et je choisis un highlight, donc, qui est essentiellement le style pour mettre en valeur le code R et les sorties, le côté expresso, donc qui me permet d'avoir un document dans lequel le code R apparaît en noir, okay, au lieu d'apparaître en gris comme tantôt. Ici, j'ai une solution au contraire qui me donne Kate qui me donne quelque chose de blanc. D'accord. Donc, au lieu d'avoir du code qui ressort, cette fois-ci, il est beaucoup plus fondu avec le document de fond. Okay, donc en blanc. Et cette fois-ci, donc ici, je suis sur un thème qui est dark. Okay. Donc, le thème qui est dark, lui, au contraire, me met en valeur me rend le document complètement noir. Le code R est quasiment de la même couleur que le fond. Par contre, ce sont les sorties qui sont mises en valeur. Okay. Donc, encore une fois, moi, je ne regarderai pas complètement votre code. Ce que je veux juste, c'est que votre code votre code tourne. Okay. Donc, c'est pour ça que je vous demande de compiler le fichier et de me renvoyer le fichier code source pour que je puisse vérifier que ça tourne. Okay. Mais ce qui m'intéresse, c'est les sorties que vous créez. Okay. Donc, voilà. Donc, vous avez toutes sortes de thèmes qui existent et qui permettent d'avoir très facilement un document qui est visuellement beaucoup plus élégant que ce que vous auriez si jamais vous créez, comme ça pouvait être fait historiquement, vous ouvrez un fichier Word et vous faites des copier-coller de toutes les images que vous avez générées, de tous les graphiques et toutes vos sorties R, ce qui est très long et très vilain. En plus, si vous changez un truc, il faut tout changer. Okay. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez un code qui est reproductible. Okay. Au niveau de la syntaxe R Markdown, donc je vous encourage à aller voir là aussi les documents dont je vous parlais, mais il y a les notions de section et de sous-section. Okay, donc en mettant un dièse, vous avez une section qui apparaît en plus gros, la sous-section qui apparaît en un peu plus petit. Je peux aussi les numéroter d'ailleurs. Je peux faire des listes. Donc par défaut, quand vous mettez des tirets, il va mettre des bullet points. Okay. Pour insérer du code R, je mets, comme je vous disais, les triples, un petit apostrophe. Okay. Et donc, ça apparaîtra comme du code R. Donc ici, par exemple, je vous dis là, je crée mes objets. D'accord. Donc, quand le langage va compiler, il va voir qu'on crée un objet qui s'appelle A, un objet qui s'appelle B. A prendra la valeur 2, B prendra la valeur 4. Et je peux les insérer dans le cadre, dans le cadre du texte. Par exemple, je lui dis la variable A. Donc, quand je mets un backslash A backslash, ça va me mettre quelque chose sous forme de langage R. Donc, ça me permet de voir que c'est l'objet A. Et quand je mets un backslash R, quelque chose, apostrophe, pardon, pas backslash, apostrophe R, le nom d'un objet R, et je ferme mon apostrophe, dans ces cas-là, il va me donner la valeur de A. D'accord. Donc, il va me mettre la valeur numérique. Donc, ça, je peux vous encourager à le faire dans le cadre de votre projet. Quand vous voulez me dire, dans le corps du texte, on a obtenu un R2 de 0,83. Au lieu de taper à la main 0,83, vous récupérez la valeur qui apparaît avant et de manière automatique, en fait, vous produisez votre rédaction de mémoire. Okay. Vous avez le droit de taper des équations LaTeX. Okay. Donc, les équations LaTeX, si jamais vous n'avez pas encore vu du LaTeX, vous allez voir que la syntaxe est très simple. Okay. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif du cours, donc je ne demanderai pas forcément à ce que vous maîtrisez LaTeX. Pour ceux qui veulent avoir des choses qui sont un peu plus jolies, je vous encourage à regarder un tout petit peu. Okay. Et vous pouvez aussi jouer un peu sur le style. Donc, par exemple, quand vous voulez insérer des valeurs, donc au lieu d'avoir les valeurs qui par défaut contiennent 7 chiffres après la virgule, vous en demandez que 3, vous pouvez le faire avec la notion de format. Okay. Donc, vous lui demandez de m'afficher les chiffres avec uniquement 3 chiffres après la virgule. Okay. Donc, ce n'est pas fondamental. Encore une fois, le but du cours, c'est d'apprendre à construire des modèles, mais le but est aussi de savoir communiquer sur vos modèles. D'accord. Donc, je veux que vous appreniez à rédiger des choses qui soient lisibles, parce qu'il va falloir, parce que généralement, quand vous allez faire votre métier futur, que ce soit actuaire, mais je parle aussi pour des personnes qui voudraient faire des parcours plus recherche, quand on veut discuter avec d'autres personnes, on partage des documents.
Et c'est la moindre des choses que d'avoir des choses qui soient lisibles. Okay, donc là, on parle de documents HTML qui pourraient être partagés avec des collègues, avec des personnes qui travaillent dans une autre entité ou dans un autre département de votre compagnie. Okay, ça peut être intéressant d'avoir quand même des choses jolies. Voilà. Donc il y a pas mal de choses que je raconte sur la syntaxe. Okay, donc ici, par exemple, je vous explique un peu comment ça marche. Donc je construis un modèle, je leur demande le AIC. Okay, donc dans ces cas-là, bah, il va me créer le modèle, il me fait une sortie. Donc ce sera les sorties avec les AIC, ce genre de choses. Okay, donc c'est de ça dont on parle, c'est cette notion euh, de syntaxe. Éventuellement, ici, par exemple, toutes ces choses-là, c'est des commentaires qui sont envoyés sous R. Si vous ne voulez pas que ça s'affiche, il y a des notions de trace égale 0, par exemple, pour ne pas afficher certaines choses. Okay, donc si jamais vous voulez créer des objets sans qu'il y ait de warning, par exemple, qui apparaissent ou ce genre de commentaires, vous pouvez le faire. Vous pouvez insérer des graphiques. Alors ça va être important parce que dans ce cours, on va beaucoup faire de dessins. Okay, moi, les données, je veux les voir. Okay, donc le but n'est pas juste de faire des calculs et à la fin de renvoyer un chiffre, mais j'aime bien voir ce que vous faites. Donc vous avez la possibilité de construire des graphiques. Donc c'est facile, c'est les commandes R de plot. Okay, donc par défaut, quand vous faites un plot, il prendra toute la page de votre fichier HTML. Donc si vous voulez mettre deux graphiques côte à côte, bah, vous utilisez cette commande-là qui vous dit bah, dans la fenêtre graphique, je veux que ce soit une ligne, deux colonnes. Et donc il va nous mettre les deux graphiques l'un à côté de l'autre. Okay, si jamais je ne lui mets pas de commentaires de ce type-là, ben, j'ai juste un graphique qui prend toute la place. Okay, donc si je voulais mettre plusieurs graphiques à la suite, donc par exemple, quand vous voulez me présenter Y à côté de régresser sur X1 et Y régresser sur X2, vous pouvez mettre deux graphiques avec les deux variables X1, X2. Okay, donc c'est un peu ce que je vous montre ici. On peut faire des plots dans notre code. Je peux aussi utiliser des plots en ggplot2. Donc pour ceux qui ont pris l'habitude de faire du R avec du ggplot2, c'est aussi possible de le faire. Okay, il faut juste appeler votre objet ggplot2 et l'afficher. Par contre, là, si jamais vous voulez afficher deux choses par la suite, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous encourage à aller voir cette librairie qui permet d'avoir deux graphiques l'un contre l'autre pour avoir quelque chose de plus élégant en termes d'affichage. Okay, donc il y a la possibilité de mettre du code R avec des sorties, okay, mais aussi des graphiques. Alors, je reviendrai un petit peu après sur les tableaux. Okay, donc je peux faire des régressions. Donc, par exemple, ici, on voit apparaître des notions de régression avec des intervalles de confiance. Donc tout ça, c'est fait dans cette ligne donc c'est fait dans ces instructions-là. Okay, donc les instructions apparaissent ici. Ici, il me met des petits commentaires parce que, en fait, quand j'utilise la fonction geomsmooth, il me met un commentaire. Donc c'est peut-être pas très joli. Peut-être que j'aurais pu passer du temps et lui mettre soit un trace égale 0, soit un verbose égale false ou des choses comme ça. Mais bon, je me dis que c'est pas très très grave. Encore une fois, je ne sanctionne pas les choses qui sont de cet ordre-là. D'accord, je trouve ça beaucoup plus joli quand ça apparaît pas, mais encore une fois, c'est peut-être un peu ambitieux. Mais voilà, on peut faire toutes sortes de choses comme ça. Les tableaux, vous avez la possibilité de faire des choses là aussi qui sont un tout petit peu plus jolies avec ces commandes. Donc vous avez à la fois la fonction vous avez ktable dans le fichier knitr, dans la librairie knitr, donc il vous dit juste affiche-moi le tableau. Okay, donc c'est juste que ça vous donne quelque chose qui a cette allure-là, dans lesquels les noms des variables sont en gras, il y a des traits qui sont affichés. Voilà, c'est un peu plus joli. Après, je peux aller un peu plus loin. Donc vous avez une notion de ktable extra qui vous permet d'avoir des choses dans lesquelles on va griser une fois sur deux. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas essentiel, c'est juste que si on peut faire des choses jolies et que ça ne coûte pas beaucoup plus de temps, autant le faire. Okay, donc je vous encourage à aller creuser un petit peu tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on a dans les fichiers à Markdown. Moi, je vous mettrai quelques Markdown très simples à disposition, parce qu'en gros, mes devoirs, les instructions, je crée un fichier Markdown en fait, pour vous donner les instructions du devoir. Donc si vous voulez aller voir comment je l'ai créé, vous pouvez le récupérer. Okay, quasiment tout ce que je vous fais, je vous donne les codes. Okay, mais voilà, entraînez-vous. Là encore, j'insiste pour ceux qui pensent qu'en s'y prenant à peu près la veille du jour du rendu de devoir, c'est encore possible. C'est non, apprendre à faire un fichier Markdown, ça prend un petit peu de temps. Donc entraînez-vous avant. Voilà, j'ai donné le cours suffisamment pour avoir vu beaucoup d'expériences. Le fichier Markdown qui ne compile pas, ce n'est pas une excuse. Et donc le rendu, je veux absolument récupérer un fichier qui compile le jour où le fichier est demandé, sinon c'est 0. Un fichier qui ne compile pas, c'est 0. Okay, donc prenez bien le temps de le compiler, faites des essais, prenez le temps de le compiler régulièrement, ajoutez des choses. Dès que ça ne compile plus, pensez à poster un commentaire sur le forum.
ne me postez pas le commentaire à 23 heures alors qu'il faut rendre le devoir à 24 heures, enfin, à minuit. Ok. Voilà, ça se planifie. On évite d'improviser sur un Markdown. Quand on a besoin de compiler des choses, il faut prendre le temps et le faire tranquillement. Ok. Entraînez-vous, c'est la seule chose que je peux vous conseiller. Plus vous vous entraînerez, plus vous ferez des rendus qui sont intéressants. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette introduction sur R, et à partir de maintenant, on va commencer à parler un petit peu plus de la modélisation. Donc on reviendra sur les probas, puis les stats, puis l'algèbre linéaire, pour être certain qu'on ait les bonnes bases pour commencer à faire de la modélisation. Et donc là, on a la série de 3 capsules d'introduction. On fera un point le premier vendredi sur la base de ces 3 capsules pour voir si tout se passe bien et discuter. Donc si jamais vous avez des questions, mettez-les de côté, mettez-les éventuellement dans le forum et on discutera de tout ça au premier cours. Voilà, à très bientôt.